Merci François pour cette introduction. Donc on va effectivement parler du citrate. Alors on ne va pas parler d'intelligence artificielle. On va rester basique, parce que dans l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent. C'est de la statistique poussée. On voit que maintenant la cancérologie nous parle plus d'IA de première génération parce qu'on a vu les échecs, mais d'IA de deuxième génération. Moi, je vais vous parler de l'E331, principal constituant du Coca-Cola. Mais pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, en fait, le 331, c'est du citrate de sodium. Et le citrate de sodium, c'est produit. C'est toujours intéressant de voir comment c'est produit. En fait, on produit le citrate grâce à de l'aspergillus niger au contact du glucose. Et c'est la méthode industrielle pour produire ce citrate de sodium. Alors ça marche très très bien sur la chélation du calcium. Et c'est ce E331 qui est responsable des dents coca ou des dents soda. Nous, en médecine, on l'utilise différemment. On l'utilise depuis le début du siècle où on a découvert qu'en fait, c'était un puissant anticoagulant. C'est un puissant anticoagulant qu'on utilise aussi bien dans les poches de sang que dans les dans les tubes pour la coag, parce qu'en fait, il va générer une hypocalcémie profonde. Or, le calcium est indispensable à toutes les étapes de la coagulation. Donc, il rend le sang véritablement incalculable. Alors, petite astuce pour la maison, ça marche mieux que le vinaigre blanc quand vous avez une petite cafetière ou une petite théière qui est entartrée, du régiocyte ou du citrate Fresinus à 4%, il n'y a plus du tout de tartre. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on nous dit il faut faire du citrate en première intention. Et on voit que le mouvement est là, mais il y a encore beaucoup de sites où ils ne sont pas passés au citrate. Et surtout, on voit qu'il y a encore une méconnaissance de tous les aspects du citrate. Dans tous les cas, en 2014, on vous avait dit on fait du citrate pour tous les patients à risque hémorragique, on fait du citrate pour les patients qui ont un faible risque s'il n'y a pas d'anticoagulation systémique nécessaire. Et à l'époque, on avait dit s'il y a une anticoagulation, laissez-les sous héparine. Et puis, c'est vraiment s'il colmate tous les filtres, on le mettra sous citrate. Très clairement, à refaire ces recommandations, maintenant, on dirait que même chez le patient qui a une anticoagulation systémique, le patient, il a son anticoagulation et la machine, elle a la sienne. Parce que très clairement, en termes d'augmentation de la durée de vie des filtres, ici c'est dans une réanimation de chirurgie cardiaque, vous voyez sans anticoagulation, les circuits ne durent même pas 8 heures. Avec de l'héparine, on arrive tout difficilement à 18 heures. Et avec du citrate, on a 3 fois plus de circuits qui continuent de marcher après 60 heures. Et il y a plusieurs études randomisées qui montrent cet effet, ce qui fait que les méta-analyses confirment le fait qu'en CVVH, on a une augmentation significative de la durée de vie des circuits. Mais dans la vraie vie, si on ne connaît pas bien le citrate, on peut avoir la double conséquence, c'est-à-dire les conséquences métaboliques du citrate, et au final, faire pas mieux, voire pire, on le voit aussi, que de l'héparine. Parce que, dans tous les cas, c'est une technique qui est compliquée, mais une fois qu'on l'a maîtrisée, elle est simple, et pour la rendre simple, il faut un protocole. Et grâce à cette technique, on va réduire les besoins transfusionnels parce que très clairement, comme ici en post-opératoire de chirurgie cardiaque, le fait d'être sous citrate, même par rapport à l'absence d'anticoagulation, diminue la nécessité de transfusion. Parce qu'on a moins de circuits qui s'interrompent à cause d'un colmatage ou d'un caillotage du circuit. Et donc dans les méta-analyses, ça c'est la dernière de la Cochrane, on voit que ça diminue le risque hémorragique. Mais je ne vais pas non plus vous survendre la chose. Sachez que sur la mortalité, ça ne va rien changer. Autant épuré, pas épuré, ça change. Mais citrate héparine, il n'y a pas pour l'instant d'études qui montrent qu'il y a un effet. En tout cas, il n'y a pas d'études qui montrent que de faire du citrate, comme c'était dit par certains, va entraîner une surmortalité. Loin de là.
Alors, il n'y a pas de précision sur les traitements. Vous savez, on a plusieurs citrates qui sont sur le commerce. On a du 4%, du 3,3 et du prédilué à 0,45. Et on a deux modes de traitement. Soit on a de la CVV HD, on fait que de la dialyse continue, soit on fait de la CVVH, donc que de la filtration. Alors, notre président, toujours important de rendre hommage au président, quand on s'intéresse à la littérature et qu'on regarde l'état de la littérature, en fait, l'état de la littérature, c'est le nombre de victoires de Clermont-Ferrand en Coupe d'Europe, c'est-à-dire rien. Il n'y a rien. Alors si, il y a quelques études monocentriques allemandes, vous savez, Deutsche Qualität. Vous connaissez tous le second. Et donc là, il y a des trucs qui sont vraiment surprenants. C'est-à-dire que regardez ici la courbe, ils n'ont aucun traitement qui s'arrête, rien, aucun. Ils sont tous survivants à 24 heures. Bravo. Et là, ils peuvent aller jusqu'à 80 heures de traitement. Bon, ça, très clairement, ce n'est pas la vraie vie. Parce que le citrate, c'est très bien, ça anticoagule le circuit, mais il y a un truc que le citrate ne traite pas, c'est votre dysfonction de cathéter. Et si votre cathéter, il est plié, ou si votre cathéter, il est partiellement colmaté, votre épuration, elle ne marchera pas. D'accord? Donc, dans les autres études, plus vraie vie, on voit qu'on est obligé, quelle que soit l'anticoagulation, de perdre des circuits à cause du cathéter. Donc, grosso modo, on estime que la durée de vie moyenne d'un circuit en héparine, en citrate, pardon, c'est 33 heures. Alors nous, avec mes compères, on s'était amusé à faire une étude où on avait regardé près de 29 000 traitements, 29 000 traitements d'épuration en France, dans 78 réanimations. 58% étaient en CVVH et 40% en CVVHDF. Honnêtement, la CVVHDF, c'est un mode qu'il ne faut plus utiliser. C'est un ancien mode. C'est pas le topo, mais on pourrait en discuter. Et donc, on voit qu'en héparine, les gens font beaucoup de CVVHDF. Vous savez, on met du dialysa au cas où. Enfin, au cas où, ça sert à rien, à part à embêter les infirmières. Et de l'autre côté, on a sous citrate 80% des traitements, 88% des traitements qui étaient en CVVH. Donc, en héparine en France, dans 78 réanimations, eh bien, 19 heures. Même pas une journée. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, on change le circuit. Alors, en CVVHDF, vous savez, les vieux qui fait de la CVVHDF en mettant du dialysa, ça diminuera la fraction de filtration, eh bien, ça ne marche pas mieux. En revanche, en citrate, là, pour le coup, ça marche mieux. On est à 35 heures en France, dans la vraie vie, et pas dans une étude, dans un centre d'excellence allemand. Donc ça veut dire qu'on prouve le concept. Mais on prouve le concept à condition de respecter certaines conditions. Il faut monitorer le calcium post-filtre. Il faut le mettre entre 0,25 et 0,35. En tout cas, c'est ce qu'on nous disait initialement. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est on-off. Et cette notion-là, on ne l'avait pas. C'est-à-dire que vous êtes à 0,50, c'est comme s'il n'y avait pas d'anticoagulation, même s'il y a du citrate sur la machine. Donc vous avez les conséquences métaboliques et vous êtes sans anticoagulation. Et pour être anticoagulé, il faut être dessous pour avoir ce temps de formation du caillot qui devient exponentiel. Sinon, c'est comme s'il n'y avait pas d'anticoagulation. Et on comprend mieux pourquoi, dans des études, il faut moins bien que des héparines avec du citrate, parce qu'il cible trop bas. Et si vous mettez du 2 millimol par litre, eh bien vous aurez en fait pas d'anticoagulation de votre circuit. Et pourtant, vous administrez du citrate à vos patients. Alors, notion très importante, vous savez que le citrate concentré, c'est du 4 millimol par litre, la cible, alors que le citrate faiblement concentré, c'est 3 millimol par litre. C'est très simple. Vous prenez un verre, il y a du calcium, et vous rajoutez de l'eau sans calcium. La calcémie ionisée, dès l'entrée du circuit, avec la prédilution, va baisser. Et donc, pour atteindre votre cible, vous avez au final moins besoin de citrate. Alors, il faut avoir des protocoles, il faut expliquer les cibles. Combien je vais mettre de citratémie? Quel est mon débissant? Quelle est la fraction de filtration maximale que j'autorise? Quel est mon calcium post-filtre? Quelle est la post-dilution que je vais mettre? Quelle est la supplémentation calcique que je vais également réaliser? Et quelle est ma cible de calcium patient? Et si vous avez mis ça en place, ça va très bien le faire.
Donc, si vous partez avec du faiblement concentré, la cible, c'est 3 millimoles par litre. Si vous partez avec du concentré, c'est 4 millimoles par litre. On a beaucoup erré là-dessus, beaucoup de discussions, en disant « Ouais, mais moi, dans mon centre, 0,5, ça marche super bien. Ouais, moi, 0,25, sinon, ça ne marche pas. » Parce qu'on n'avait pas tous les déterminants. Et il y avait un déterminant caché qui était la machine de gazométrie. Vous voyez, ces deux machines, eh bien, elles ne vont pas vous donner les mêmes résultats. Petit passage, on ne fait pas de citrate si on n'a pas de machine dans son service. En tout cas, c'est ma façon de penser, on pourra le discuter. Et je vous rappelle que le décret et la circulaire d'application vous demandent d'avoir une machine de gazométrie dans vos services ou à proximité immédiate. C'est important. Et donc, dans cette étude, ils passent la même gazométrie sur 6 machines. Alors, ils s'aperçoivent que dans le range du calcium patient, il n'y a pas de problème. En revanche, vous voyez les variations qu'il y a ici? C'est-à-dire que là, elle va vous dire, vous êtes dans la cible 0,25, 0,35, il n'y a pas de souci. Mais celle-là, elle va vous dire, ah non, vous êtes trop haut. Et donc, il faut remettre du citrate plus haut, plus haut. Donc, ça veut dire que pour une même cible, là, on mettait énormément de citrate, et là, on n'avait pas besoin d'ajuster. Et alors, ben, la solution, elle a été simple. C'est pas la bonne, je suis désolé, ça a bugué lors du transfert. C'est ils ont regardé en mettant une concentration cible à 0,25. Et ils ont regardé qui avait et donné 0,25. Et donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est les GEM. Elles sont vraiment étudiées pour. Et les ABL, c'est une grosse partie du marché, elles donnent 0,10 de plus. C'est-à-dire que votre cible, eh bien, il va falloir modifier sur votre protocole. Si c'était 0,25, 0,35, sur une ABL, ça sera 0,35, 0,45, la cible, parce qu'elle ne donne pas la bonne cible. Et les rapid points, ceux-là, ne les utilisez pas, parce que vous allez rendre fous vos infirmières. Elle va passer la gazométrie, elle va vous dire 0,25. Elle va repasser la même gazométrie, elle va vous dire 0,35. Elle va repasser la gazométrie, elle va vous dire 0,18. Et donc là, c'est compliqué. Donc, si on adapte correctement, on a vu que dans les centres experts, on montait à 43 heures. Donc ça veut dire qu'en contrôlant le calcium post-filtre, on va améliorer les choses. Donc on le fait toujours 30 minutes après l'initiation. C'est intéressant parce que ça permet de voir les bugs. Et par exemple, quand vous avez 0 de calcémie ou calcémie indosable, et ça doit vous alerter. Nous, par exemple, dans le service, alors qu'on a le protocole, que ça fait 15 ans qu'on en fait, eh bien, il y avait une jeune infirmière, elle a mis du régiocide sur toutes les poches, sur toutes les balances. D'accord? Donc, les erreurs, c'est toujours possible. Puis après, on va ajuster toutes les 10 minutes parce que le volume de distribution il est faible. Puis après, une fois que c'est stabilisé, toutes les 8 heures, on va se donner ces cibles et avec des pas d'augmentation pour la citratémie. On ajuste la citratémie et avec des bornes en disant, ben voilà, si elle est inférieure à 0,1, il faut tout de suite appeler le docteur, il y a un problème. Ou si on va avoir des bornes qui sont dépassées sur la dose de citrate. Alors ce citrate qu'on met dans la machine, il va s'éliminer. Il va s'éliminer avec l'hémofiltre. Et cette élimination, elle est la même en CVVH et en dialyse. Il y avait un adage qui disait que le citrate était mieux épuré en diffusif qu'en convectif. Cet adage est faux, puisque que ce soit l'urée, que ce soit la créatine ou le potassium, ces petites molécules, quand vous mesurez les clairances en CVVH et en CVVH-DF, c'est exactement les mêmes. Alors sur les molécules intermédiaires, c'est mieux en CVVH. Et donc nous, c'est une espèce d'hamburger avec 2 molécules de citrate qui chélate 3 molécules de calcium. Il est ici, l'hamburger. Et donc il y a 40% de ça qui va passer dans les fluents. Et donc, quand on regarde, ça a exactement le même saving coefficient, c'est-à-dire le pourcentage de passage, que l'urée. Et il n'y a pas de différence en CVVH et en CVVHD. Alors pourquoi on était resté là-dessus? Parce qu'effectivement, en hémodialyse, où vous avez 500 millilitres minute de dialysa, vous avez une épuration qui est largement supérieure à du continu. Mais en continu, il n'y a pas de différence. Donc, grosso modo, c'est du calcium que vous perdez. Donc, il faut le compenser. Et donc, soit vous le compensez en millimoles par litre, soit vous le compensez de façon asservie avec des pas qui vont être adaptés en fonction du débit sang, de la dose de citrate, de la dose d'effluent, de la réinjection si elle a du calcium ou pas, du remplacement des sacs.
Et donc tout ça va vous permettre d'améliorer la sécurité de l'administration du citrate. Et donc on va adapter la calcémie patient. Mais un autre grand adage, on ne branche jamais s'il y a une hypocalcémie. Et 15 à 20% des patients en réanimation ont déjà une hypocalcémie. Et donc on va avoir une hypocalcémie essentiellement sur les premières heures avec ces patients. Vous voyez, c'est l'incidence des hypocalcémies. Alors il y a deux choses. C'est que cet asservissement-là, il ne calcule pas le temps de métabolisation du citrate. Le citrate, il a chélaté le calcium ionisé, il va mettre une demi-heure à 1 heure avant de le libérer. Et donc c'est pour ça qu'au branchement, pour compenser cet emprisonnement du calcium, on va le surcompenser à 120% de compensation pour éviter cette hypocalcémie sur la première heure. Et puis après, on revient à la normale. Ce calcium, on va choisir du chlorure de calcium. On pourra en discuter après du pourquoi. Mais dans tous les cas, le chlorure de calcium, on ne le met jamais sur une voie veineuse périphérique. C'est caustique, vous voyez les effets terribles. On ne le met jamais en bricolant, en mettant un Y sur la voie retour. Avec l'effet Venturi, vous allez avoir des embolies gazeuses et des décès. On le met soit sur une troisième voie d'un cathéter, soit directement sur le circuit, voire une voie veineuse centrale. Et donc, on va l'adapter, toujours pareil, la première demi-heure, pour voir s'il n'y a pas de gag. Et puis après, on va l'ajuster toutes les demi-heures. Et une fois qu'on est stabilisé, c'est toutes les 6 heures. Et surtout, on dit à l'infirmière qu'elle, si elle a une hypocalcémie inférieure à 0,85, il faut absolument la compenser parce que c'est comme si vous faisiez du Loxène, parce que c'est un inhibiteur calcique, et donc quand vous avez une hypocalcémie, vous avez le même effet, à un patient qui est en choc septique. C'est souvent mal toléré. Et vous allez voir l'effet impressionnant que vous allez voir au niveau tensionnel. Dans tous les cas, dès qu'on dépasse les bornes, il faut appeler le docteur. Alors au niveau métabolique, on va enlever Anderson Muscle Bar, mais on va s'intéresser plutôt à Stewart. Et Olivier y reviendra. Mais c'est le fait que quand il chélate le calcium, il libère 3 molécules de sodium. Et si vous avez bien suivi Stewart, le sodium va alcaliniser. Le citrate, lui, il va être tranquillement métabolisé par le foie et sa métabolisation, elle est neutre. En revanche, si vous avez une dysfonction hépatique et musculaire et également de la capsule rénale, vous allez avoir, au final, la corticale rénale, une accumulation. Et là, quand il s'accumule, c'est un acide faible, donc vous allez avoir une acidose métabolique. Mais c'est tardif. Et le premier signe, c'est celui-là. Le calcium, il n'est pas libéré. Et donc, 2 risques sous citrate. Soit vous avez une accumulation de citrate, et là, vous allez avoir une acidose métabolique. Soit vous administrez trop de citrate à votre patient, et si vous administrez trop de citrate à votre patient, vous allez générer une alcalose parce que vous lui amenez énormément de sodium. Et donc, c'est la quantité de citrate, c'est pas ce que vous allez régler en millimoles par litre, c'est le débit sang. Plus vous augmentez le débit sang, plus vous avez des litres à maintenir à la cible que vous avez mis en millimoles par litre. Et donc, si vous mettez les mêmes débits qu'en héparine, vous allez droit dans le mur. Il vaut mieux faire du tranquille 1000. C'était l'adage que j'avais appris pendant mon internat. Dans tous les cas, dans votre service, vous devez avoir des protocoles de gestion d'une surcharge. Et la gestion d'une surcharge, ça commence par diminuer le débit sang. Puis augmenter la dose d'épuration si c'est inefficace. Et vraiment, si on n'y arrive pas, on peut très légèrement jouer sur la dose de citrate. Mais vous voyez que les nouveaux protocoles, ils sont avec des vitesses, même en convectif, même en CVVH, très bas. On a encore baissé les vitesses. Alors en France, vous voyez qu'en héparine, on est à 200. En citrate, on est plutôt à 150. C'est encore trop haut. On peut encore baisser. Et ce qu'on voit, c'est ici, c'est la durée de vie des filtres. Il y a 29 000 traitements sur cette diapositive. Chaque point est un traitement. Et on voit qu'en héparine, dès qu'on descend au-dessous de 200 minutes, la durée de vie des filtres s'effondre, alors qu'en citrate, ça n'a pas d'influence. Et donc, on peut vraiment ralentir. Et on voit que la fraction de filtration sur la durée de vie des filtres ne change pas, contrairement en héparine, où ça va très vite. Donc, on peut avoir du 40% de fraction de filtration. Donc, il faut avoir des bains pauvres en sodium, riches en chlore.
Et c'est pour ça qu'on va mettre du chlorure de calcium si on veut compenser le calcium, parce que ça apporte du chlore, et qu'on va mettre du chlorure de magnésium, et plutôt que du sulfate de magnésium, parce que là aussi, on va augmenter les apports exogène en chlore pour compenser cet apport en sodium. Attention, il faut faire attention au phosphore. Je vous rappelle que si on ne met pas de phosphore dans les poches, 65% des patients ont de l'hypophosphatémie. Alors certains vont utiliser du phoxylium. Ici, c'est ce qui est majoritairement utilisé. Nous, dans notre service, par exemple, on utilise du bifosil. C'est une autre solution qui ne contient pas de calcium, qui est très riche en magnésium et qui a l'avantage d'avoir énormément de chlore, ce qui nous a permis de définitivement arrêter ces problèmes de surcharge en citrate. Le risque, c'est l'accumulation. Cette accumulation, c'est 33% des patients s'ils ont une atteinte hépatique. Il n'y a pas vraiment de paramètres. Les études sont mauvaises. On nous parle de TP, on nous parle de seuil de lactate. Honnêtement, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, le facteur 5 semble être un bon rapport. Mais le meilleur prédicteur de patient qui va développer une accumulation, c'est l'hypocalcémie qui résiste à l'infirmière quand elle applique le protocole. Ce que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir le calcium ionisé qui va s'effondrer et on va avoir le calcium total puisque le citrate n'est plus métabolisé et qu'on va avoir des complexes calcium-citrate qui vont s'accumuler, qui va être l'élément déterminant. Et donc, c'est le ratio calcium total sur calcium ionisé qui nous permet de faire le diagnostic. On voit ici l'hypocalcémie, on voit ici l'augmentation de la compensation. Et en fait, le ratio, il est supérieur à 2,5. Il faut faire le ratio avec un calcium total non corrigé. Il y en a plein qui tombent dans le piège. En tout cas, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que J3, quand vous avez un ratio supérieur à 2,5, c'est un facteur majeur de surmortalité. Et il y a encore des patients qui passent à l'as, où on ne voit pas qu'il y a une accumulation. Alors, c'est probablement des patients fragiles, hein, mais on voit que sur une courbe ROC, prédire la mortalité, eh bien, on la prédit très bien avec un ratio supérieur à 2,5. Ce n'est pas normal. Il faut appeler le docteur dès qu'on a ces signes, et le premier signe d'accumulation, c'est l'hypocalcémie résistante. Et après, on a un algorithme, et on regarde. On fait un calcium total, on voit qu'il est supérieur à 2,5, il est supérieur à 2,5, on va à la fiche accumulation. Et la fiche, qu'est-ce qu'elle nous dit? On stoppe la perfusion de citrate, donc je mets 0. Je poursuis l'épuration parce que ça va me permettre d'éliminer le citrate et ça va m'éviter l'hypercalcémie rebond. Et surtout, j'augmente le débit sang pour que ma machine ne s'arrête pas sur un colmatage et je mets une bonne dose d'hémofiltration pour accélérer l'épuration du citrate. Les patients à risque, c'est les patients avec une insuffisance hépatique. Pour ça, on fait un challenge où on fait un ratio toutes les heures et on regarde si ça augmente. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'en France, on met trop de doses d'épuration parce qu'on était resté sur les downtime, les périodes sans épuration qui étaient très longs avec l'héparine. En citrate, il n'y a même pas 5% d'écart. Et donc, on a aussi réduit ces doses en post-dilution parce qu'il y a pas mal de doses en pré-dilution. Donc maintenant, c'est à vous pour mettre en application ces protocoles sur les machines avec une dose de citrate, un débit sang, vous voyez, bas, des volumes de réinjection bas parce que vous avez de la pré-dilution et un 120% de compensation pour compenser l'heure. Les questionnements qu'on a, c'est la survenue d'une ostéopénie. Ça, c'est un vrai questionnement sur les épurations longues parce qu'on mobilise énormément le pool calcique. Et tout ça, ça ne se ferait pas sans un travail d'équipe et un monitorage. Et donc, hop, c'est important de vérifier lors des changements et des arrivées des infirmières qu'on n'ait pas une altération de la prise en charge de nos patients. Donc, le citrate, il faut un protocole, c'est assez simple, avec des bornes. Et à partir de là, si vous l'ajustez à votre machine de gazométrie, vous avez résolu le problème des arrêts de circuit et de la perte sanguine sur ces thromboses de circuit. Je vous envoie un manuel, on n'a pas de droit d'auteur, on l'avait écrit Olivier et moi, il est pour le CNAR, ça coûte 9 €, c'est encore disponible sur Amazon et ça vous permet de faciliter les choses. Merci beaucoup.